Bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Marcilène et je travaille à l'Observatoire des communautés noires du Québec. Et je vais vous présenter. Et, en fait, c'est une présentation qui fait partie d'un de nos cahiers, euh, parce que nous, on publie des cahiers sur les personnes noires. Et celui-là, c'est un cahier sur la santé mentale des personnes noires. Et le titre est Penser la santé mentale entre racisme ordinaire et trauma. Il s'agit d'une lecture en fait, c'est deux œuvres. D'abord, c'est Peau noire, masque blanc de France Fanon. Et la deuxième œuvre, c'est Mémoire de la plantation, épisode de racisme ordinaire. Et là, vous pouvez vous dire, mais Fanon, c'est tellement, tout le monde connaît Fanon déjà, c'est déjà un classique et tout. Et c'est pour cela, en fait, ces deux œuvres-là, c'est parce que Grada Quilombo, qui c'est aussi une psy, comme tout le monde sait, Fanon, c'est un médecin psychiatre, et elle est psy, elle est artiste, et elle fait une relecture de l'œuvre de Fanon. Et pour parler de ces deux composants, d'abord, comment le racisme il va provoquer des traumas chez les personnes noires. C'est pas un thème très joyeux. Alors voilà, il s'agit d'un des cahiers de l'Observatoire qui c'est sur la santé mentale des personnes noires, sur les effets du trauma, les effets du racisme et comment le racisme va provoquer des traumas chez les personnes noires. Cindy, si ça marche pas, tu me fais signe, ok? Et tout d'abord, est-ce qu'on peut se poser la question, euh, mais c'est quoi le racisme ordinaire ou le racisme quotidien? Il s'agit de quoi? En fait, il s'agit de toutes petites questions, parfois des choses très subtiles que les personnes noires elles peuvent entendre tous les jours, soit au travail, ou soit même chez soi, on ne sait jamais à l'intérieur de la famille, parce que nous aussi, les personnes noires, on peut reproduire aussi les racismes entre nous. Et les racismes ordinaires, en fait, c'est ça, ce sont toutes ces petites questions et remarques qu'on peut entendre dans nos quotidiens. Et en fait, ces deux auteurs-là, autrices, né, Fanon et Grada Quilombo, ils vont parler que ces racismes-là, ces racismes quotidiens, il va provoquer euh, une réalité traumatique qu'elle va reconstituer le passé colonial. En fait, c'est en fait comme si nous, les personnes noires, on revenait avec ces toutes petites questions, on revenait à l'époque de la plantation, à l'époque où étaient nos ancêtres, parce que ce sont des questions qui nous renvoient en dehors de l'humanité. Et, et ces deux auteurs-là, ils parlent en fait que ce racisme ordinaire, il est provoqué par un imaginaire collectif qui est anti-noir. Et là, vous pouvez me dire, mais c'est quoi un imaginaire collectif anti-noir? Il s'agit de tout. Ça peut être aller voir un film. Je me rappelle que la première fois, c'est très important de dire parfois quand on travaille sur les théories décoloniales, de dire d'où on vient. Moi, je viens du Brésil, d'Amazonie. Et quand je suis arrivée ici au Canada, je voulais voir un film qui représentait bien le Canada et tout. Je me rappelle même plus le nom du film, mais le film m'a choquée. C'était un film où on montrait déjà les personnes noires, c'était des gangs, des rues où c'était un quartier, ils étaient haïtiens, ils étaient pauvres, et les blancs jouaient les héros. Et, et moi, quand j'ai commencé à regarder le film, j'ai compté,
ah, mais c'est la personne noire, elle va être torturée. Mais pourquoi ils vont pas torturer les blancs aussi? Pourquoi c'est que les noirs qui vont être torturés? Elle dit, il y a aussi une personne noire qui est morte. Je dis, ah non, c'est comme au Brésil, c'est comme en France, j'en ai marre. C'est pour dire que même quand on va voir un film, comme ça, déjà, je vais apprendre plus sur la culture. Et paf, ça nous renvoie aussi cette image déshumanisante. Ça peut être des choses qu'on va écouter à l'école, à l'université. L'effet de, c'est pas voir dans les programmes qu'on n'apprend pas vraiment sur l'histoire, soit l'histoire du continent africain, ou même sur l'histoire non, de la diaspora noire, on n'apprend pas vraiment, ni à l'école, ni à l'université, c'est très récent. Et tout ça, c'est des auteurs parlent qui, ça fait partie non, de ces racismes ordinaires. Et qu'est-ce que ces racismes ordinaires qui provoquent ces traumas? Et d'abord, quand on parle de trauma, ça vient, c'est un mot grec qui ça veut dire blessure. C'est comme une sorte que, comme toute cette petite question, allait tous les jours, tous les jours, tous les jours, allait nous blesser. Et que moi, je peux dire, ah, j'ai pas le temps d'aller me soigner. C'est pas très important, je vais mettre un petit pansement. Mais à chaque fois que j'écoute ces questions, ma petite blessure, elle commence à saigner. Elle va saigner parce que je suis pas guérie. Et là, c'est Grada Quilomba, elle explique les traumas, les trois phases en fait du trauma classique. Et la première phase, c'est les chocs. C'est quand on entend toutes ces petites questions-là. C'est pas comme si on entend. C'est tellement parfois inattendu que comment on va être figé, on va avoir peur et là, elle donne comme des exemples quand quelqu'un parle, oh, quand on voit une personne, oh, quelle belle peau, moi aussi, je vais être une haine. Et elle parle de ça, mais moi, ça fait pas très longtemps, j'ai entendu quelqu'un dans la rue que je connaissais même pas, il dit, oh, mais c'est tellement, quel beau bronzage, j'aimerais tellement être comme ça. Et je, mais, quoi? C'était une personne que je connaissais même pas. Et elle se sentait à l'aise de parler comme ça avec moi, comme si s'il s'agissait d'un bronzage que je suis allée à la plage pour me bronzer. Et, et elle a dit que ça peut te provoquer un choc. Ou parfois, quand les personnes veulent être très gentilles, elles vont dire, mais pour moi, tu n'es pas noire. Pourquoi tu dis que es noire? Tu es même intelligente. Et plein de petites phrases comme ça. Et elle a dit que c'est ça va provoquer les chocs, les premiers chocs que la personne noire, elle va voir. Là, dans ces chocs-là, ça peut aussi avoir cette notion. Au début, j'ai très hésité pour parler comme, ah, je vais parler des érotisations et sexualisation des personnes noires. Puis ça rentre aussi dans cette notion de ces chocs que là, vous pouvez voir. En fait, c'était une histoire. Une fois, j'ai entendu des jeunes filles blanches en train de marcher dans la rue et une disait, ah, et maintenant je sors avec quelqu'un, c'est un Haïtien. Et l'autre fille, elle a dit, félicitations, il doit avoir une grosse bite. Et là, c'est comme la, la BD, c'est pour représenter, c'est un peu comme on a mis en fiction, c'est que c'était dans la réalité. Et c'est comme des personnes là qui disent, Fanon, il va parler de ces sujets-là, de souvent une personne noire, de comment elle va être comme enfermée dans cette notion de l'érotisation ou de la sexualité, de cette présumée longueur du pénis des hommes noirs, qui peut-être il y a des gens qui vont penser que c'est un compliment, et en fait c'est pas un compliment, c'est quelque chose qui les rend aussi en dehors de l'humanité, c'est comme une sorte de
bestialisation, c'est associé à être primitive aussi, parce que dans ces triangles-là, quand il y avait les deux femmes noires et cet homme blanc, cet homme noir, l'homme blanc, il était abyssant, mais lui, il représentait la normalité dans cette situation. La deuxième phase du trauma, c'est la séparation de la société. Et là, c'est un passage du livre des Fanon que moi j'aime beaucoup ces passages parce que je les trouve qu'il est très pertinent. Qu'il dit ces jours-là désorientés, incapables d'être dehors avec l'autre, les blancs, qui impitoyablement prisonniers, je me portais loin de mon être, là très loin, me constituant objet qui était-ce pour moi sinon un décollement, un arrachement, une hémorragie qui caillait du sang noir sur tout mon corps. Là, dans ces passages-là, il est en train de parler de la dissociation. C'est quand la personne... Ah, j'ai une assistante très efficace, elle s'appelle Cindy. Merci, Cindy. Il est en train de parler de cette dissociation de la personne noire. Comme la personne noire, elle est là, tranquille, papa, et quand elle écoute, paf, elle est arrachée de la société. C'est pour ça qu'il a dit qu'il caillait du sang noir sur tout son corps, parce qu'il était arraché de l'humanité. Et l'autrice là, Grada Quilomba, a utilisé qui même on peut sentir quand on toute cette phrase, toutes ces phrases ou ces questions, on peut même ressentir des douleurs physiques où on peut être figé, on peut avoir des frissons. Il a dit, tu ressens cette douleur dans les doigts. C'était quelqu'un qui lui disait qu'il ressentait beaucoup de douleur quand elle entendait les mots nègre, qu'elle pouvait pas entendre ces mots, que ça lui faisait très mal en fait. Et là, la petite c'est une triste et célèbre question, celle-là, qui c'est en fait l'incompatibilité d'être en même temps noir et national. Quand on entend cette question, mais d'où venez-vous? Oh, tu viens d'où? Et là, c'est comme une personne qui dit, oh là là, les belles afro, très original. Tu viens d'où? Et la dame répond de mon tremblant, ah, et tes parents, Gatineau. Ah, 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 ok, tes grands-parents. Et ça fait continuer. Oui, et la troisième phase, non, du trauma, c'est celle-là, c'est comme la répétition, répétition, et la notion, comme j'avais dit au début, de la temporalité, où qui tout le temps s'est passé, il revient dans le présent, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et Fanon, je vais encore livre, non, là. C'était les professeurs nègres, les médecins nègres, moi qui commençais à me fragiliser. Je frémissais à les moindres alarmes. Je savais, par exemple, que si les médecins commettaient une erreur, c'en était fini de lui et de tous ceux qui les suivraient. J'étais émurée. Moi, j'ai toujours trouvé très pertinent cette notion quand il a dit émuré pour représenter qu'il était figé, qu'il savait même pas comment faire pour sortir de la situation. Et la répétition, il y a tout un chapitre où Grada Quilombo travaille sur les textures des cheveux des personnes noires. Elle dit, les gens me touchent les cheveux. Excuse-moi, comme vous l'avez vu, les cheveux. J'étais haï, détestée, méprisée, non pas pour les voisins d'en face ou les cousins maternels, mais pour toute une race, pour montrer toute la répétition. Et là, c'est
C'est quelque chose qui est arrivé mais avec l'autrice où elle a dit que quand elle faisait son doctorat, elle a fait son doctorat. C'est une chercheuse, Grada Quilomba. Elle vient de Portugal, mais ses parents ce sont d'Angola et São Tomé et Príncipe. Et elle a fait son doctorat en Allemagne, à Berlin. Elle dit que quand elle est allée à la première fois à la bibliothèque, il y a eu quelqu'un à la bibliothèque qui a dit, écoutez, vous n'avez pas le droit d'être là. Ici, c'est que pour les étudiants. Mais elle avait sa carte d'étudiante. C'est pour montrer comment c'est le corps blanc qui est établi comme la norme du savoir scientifique. En fait, elle, en tant que femme noire, elle était questionnée, elle n'avait pas le droit d'être là avec les autres étudiants dans la bibliothèque pour travailler. Elle était comme obligée de montrer sa carte. Et les deux auteurs aussi, ils parlent de cette inadéquation qu'il y a des outils en santé mentale pour comprendre le vécu des personnes noires. Et ça, c'est une dame qui est allée chez les psy et a dit, hier, mon boss m'a dit que je ressemblais à Predator avec mes looks. Je peux plus supporter de travailler dans un climat de racisme comme ça. Et son psy a répondu, ah, un problème avec l'autorité, je vois. Ce ne sera pas lié avec la relation avec vos pères, ça? Ça sera $150. Et pour vous montrer comment parfois les gens, même dans ces moments-là, quand une personne noire va parler de ses douleurs, de ce qu'elle ressent, elle veut même pas être accueillie, elle veut même pas être écoutée. Les gens vont parler d'une façon très inadéquate avec eux. Mais les deux auteurs, ils parlent aussi d'une question qui est très importante, qui est sur guérison, comment on peut se guérir de toutes ces blessures. Il dit qu'on peut se guérir de ces blessures quand on devient l'autorité de sa propre réalité. Et un des premiers pas, c'est déjà qu'on rendre consciente de son vécu déjà et après de pouvoir exprimer ses vécus dans des espaces soit individuels ou soit collectivement, de pouvoir s'exprimer sans crainte d'être jugé. Il y a quelque chose que je trouve très bien de ce que Lombe a écrit, c'est qu'elle dit que souvent quand une personne noire va raconter ce qu'elle a vécu, des épisodes de racisme, la première question que les gens vont poser est mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu as fait? Mais la personne est en train de subir. Il faut qu'elle réagisse. Et elle a dit qu'il réagit à une situation de racisme. C'est en fait qu'on peut risquer d'être enfermé dans cette situation parce que c'est un peu comme ah je vais dire la prochaine fois je vais dire à cette personne comme ça. Ah la prochaine fois j'aurai une meilleure façon de répondre et elle a dit ah non non non. Il faut comme d'abord réfléchir qu'est-ce que le racisme t'a fait à toi d'abord. C'est pas qu'est-ce que tu as fait avec ces questions, mais qu'est-ce que le racisme t'a fait. C'est quoi l'impact du racisme sur toi? Il faut d'abord réfléchir à cette question. Il a dit que réfléchir déjà à cette question, c'est pour un chemin vers la guérison. Parce que c'est quand on va devenir conscient de sa négritude et de son vécu face au racisme ordinaire qu'on pourrait aussi d'abord parler d'abord en première personne de notre vécu. C'est très important. Et d'avoir bien sûr une écoute et qui soit individuelle ou collective. Peu importe. Merci beaucoup de votre attention.
J'aimerais vous dire que notre cahier sur la santé mentale, il est disponible sur les réseaux sociaux. C'est gratuit si vous voulez les télécharger. C'est sur les LinkedIn de l'Observatoire des communautés noires. Oui. On a à peu près 7 minutes pour les questions. Sûrement, il y a des questions avec un sujet comme ça. Sûrement, il y a des questions. Oui. On va commencer avec Thank you for the presentation. I was trying my best to follow. My French is not very good. Mais il y a quelques semaines, il est un cas en Québec où un garçon était marche à l'école après to his home after school, and a woman saw him and threw boiling hot water on him. So, dans your presentation, les exemples talking about the feelings and the emotions of these interactions, but often these perceptions and stereotypes, sorry, I have a son, so this case is, it results in violence as well. And these violent acts affect obviously the victims, but they also affect bystanders, because now we have to deal with the stress of wondering what will happen to our sons and our daughters when they go out there. So I'm wondering, and I'm sorry if I missed this in your presentation, but there's these occurrences of, you know, unconscious bias and how they make us feel when someone's touching our hair. But what about these acts of violence and what the stress that they cause, even when we are not the direct victims, but what they do to us on a day-to-day basis? I was wondering if you could speak to that. Vous avez parlé de l'incident qui est arrivé à Montréal où l'enfant Oui, a été. il y a eu violence ou quelque chose. Oui. What was the last question? How does violent acts impact even those that are not the victim of the violent act, but then we have to every day know that this could happen to us or our children? Oui, merci pour votre question. Moi aussi, j'étais très touchée pour cet épisode-là. Et même, c'était juste une collègue qui m'a dit, parce que moi, j'arrivais même pas à lire tellement ça m'a provoqué. Et là, c'est quand on parle de ces situations comme celle-là, on dit que c'est aussi comme du trauma vicarien. C'est la personne, cet enfant, avec sa famille, j'imagine la douleur de sa famille, mais comme toutes les autres personnes aussi, on va être touché. Moi, j'ai dit, oh, j'avais pas envie de voir ni de lire les choses tellement ça m'a choqué. Ils se sont comme ça que les deux auteurs, ils parlent comme des petites phrases, mais ce sont des choses qui s'ajoutent parce que eux, ils disent qu'en fait, les traumas, il est provoqué comme on peut pas décharger tous ces stress dans notre corps. Il est là, il est là, il est là. Et si on les décharge pas, ça reste bloqué. Et qui même, comme vous avez mentionné cet épisode de l'enfant qui s'en oreille, parfois je dis, ah, mais je fais tout ce travail, il y a encore des situations comme celle-là, c'est pas possible, et malheureusement, j'ai pas de réponse, mais j'imagine qu'il faut qu'on travaille ensemble pour trouver des solutions. Ouais. Et j'espère que des situations comme celle-là n'arrivent même plus jamais. Est-ce qu'il y a une autre question?
à tous. Je vais essayer de parler très fort. Parfait. Merci beaucoup pour cette présentation, puis j'aime beaucoup les illustrations imagées, surtout quand on parle dans un contexte scolaire. Puis ma question, c'est plus par rapport, est-ce que éventuellement, étant donné que peut-être qu'il y a des passages qu'on ne pourrait pas nécessairement utiliser en milieu scolaire, mais si on aimerait comme utiliser l'ouvrage, est-ce que vous pensez à avoir peut-être d'autres sources de ce genre que des conseils scolaires pourront comme utiliser, ou même en thérapie avec des jeunes, les aider un peu à exprimer, puis à aussi comprendre, parce que quand on parle du trauma racial, on parle du racisme, c'est tellement abstrait des fois, pour certains, même des fois pour nos jeunes. Puis souvent, on va avoir un peu de difficulté à faire comprendre, même si nous, on le comprend comme adultes, mais à faire comprendre à certains jeunes ou à faire comprendre aussi à certaines personnes qui ne sont pas nécessairement touchées directement par ça. Mais je trouve que l'illustration, ça aide vraiment à ressortir des exemples, mais aussi à exprimer un peu les émotions attachées à ça. Est-ce que il y aurait comme d'autres ressources ou sont disponibles sur votre site? C'est ma question. Déjà, les BD, elles sont... Moi, j'avais montré en français, mais elles sont disponibles en anglais aussi. Pas les cahiers, mais comme les petites tripes, là, les BD, elles sont disponibles sur nos sites en anglais aussi. Et il y a... Mais pour les profs, une des choses que je conseille souvent... Moi, j'étais prof. Une des choses que je faisais souvent avec mes étudiants et que je les faisais travailler avec des épisodes qu'on appelle autobiographiques, où moi, je parlais déjà de moi, des choses qui m'arrivaient pour qu'ils n'aient pas peur de parler d'eux. Et vous pouvez vous exprimer. C'était comme dans les cadres sur la notion de littérature des personnes noires et tout, pour qu'ils se voient aussi en tant qu'auteurs. Et j'ai demandé qu'ils écrivent des épisodes. Et parfois, ça sortait des paroles, des raps, ça sortait des poèmes, mais ça sortait des choses incroyables. Parce qu'ils disaient, ah, nous aussi, ou même comme les petits dialogues là, j'avais écrit basé comme sur des choses qui se sont arrivées comme ça, mais basé sur l'œuvre. Mais si on dit, ah, vous aussi, vous pouvez écrire comme des petits dialogues sur vos quotidiens. Ça les amuse aussi. Ils peuvent voir comme, ils même réfléchir sur ces situations qui les arrivent sûrement dans les quotidiens. Il y a Belinda, qui c'est ma directrice, elle veut parler peut-être, oui, elle avait ajouté quelque chose. Oui, donc c'est juste pour compléter par rapport à ce que vient de dire Marcilène. Donc, à l'Observatoire, une de nos missions principales, c'est la vulgarisation scientifique. Et ces cahiers, ce type de publication-là, ça fait partie de ce travail de vulgarisation. Donc, c'est sûr que c'est accessible, peut-être pas au grand public, mais ça se veut quand même une étape de vulgarisation d'un savoir scientifique. Et on a d'autres approches là-dessus, surtout qu'on cible, en fait, une de nos cibles principales, c'est les jeunes, puisque l'Observatoire est rattaché à un organisme qui s'appelle le Sommet Jeunes Afro. Donc, un de nos focus est le travail auprès des jeunes. Et donc, au-delà des cahiers, au-delà aussi on est en train de mettre en place un programme de formation qui vise en fait à vulgariser le savoir. On va commencer par le niveau collégial, mais aussi on va essayer de développer d'autres types d'outils vraiment pour un public de jeunes, moins jeunes, mais toujours dans cette histoire de rapprocher le savoir scientifique des personnes concernées. Voilà. Merci.
je viens de me rappeler d'une chose aussi, c'est que toutes nos productions, soit les cahiers et tout, il y a un comité de jeunes, des personnes jeunes qui lisent, il y a un comité de jeunes qu'il y a des 16 ans, de 16 ans jusqu'à 25 ans. Et eux, après, ils font des vidéos, des reels, où ils vont vulgariser ce qu'ils lisent, ils vont parler d'une réalité qui les intéresse du monde de la recherche. On a deux questions. Merci. On a accueilli une nouvelle employée dans notre équipe hier. Je l'ai rencontrée hier. Puis j'ai comme vécu des micro-agressions, comme c'était la première fois que je la rencontrais, elle m'a touché les cheveux, elle m'a dit « Ah, toi, t'as une belle peau. » Puis j'ai senti que c'était un peu déplacé. Donc, de ce que j'ai compris, une approche que je pourrais prendre, c'est de lui parler un à un et lui dire comment ça me fait sentir. Est-ce que tu as d'autres conseils à me donner pour discuter, peut-être ouvrir l'esprit à cette personne-là? Merci. Merci pour votre question. Là, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui c'est plus comme personne. Toi, tu vas discuter avec la personne, mais peut-être pour que ça arrive pas à d'autres personnes, que quelque chose soit déjà discuté au niveau des, même si c'est inconfortable, mais qui pour les autres employés aussi, qu'il y ait comme un dispositif, un mécanisme. Écoute, d'abord, c'est un peu déplacé de faire des commentaires sur les physiques des gens comme ça et tout, mais parce que c'était avec toi, mais ça pourrait être avec tous les autres. Parce que parfois on pense que c'est qu'avec moi en tant qu'individu, mais ça va arriver si l'institution fait pas quelque chose pour tout le monde. Mais je veux juste rajouter que notre équipe est majoritairement. Alors, la raison pour laquelle on passe le micro, c'est parce qu'il y a des gens qui sont sur Zoom. Dans le micro, ils vont pas vous entendre. Oui, je veux juste mentionner que notre équipe est majoritairement faite de personnes noires. Donc, étant la seule personne blanche, tu sais, peut-être que oui, ça serait mieux d'avoir une conversation pour pas que ça se reproduise auprès d'autres personnes dans notre équipe. Merci. Il y a une autre question. Merci beaucoup pour votre présentation, mais désolé, je vais parler en anglais. It's more of a comment rather than a question. One of the pictures that were shared is the one of the psychiatrist who was saying, "Oh, it's you have a complex with your father or whatever." So I work at the Ottawa Black Mental Health Coalition, and I just wanted to share with everyone here that we are doing a community of practice project. It's a series of online free workshops for Black mental health, Black and ally mental health professionals. And it's exactly for this, to give mental health professionals and clinicians tools and contextual knowledge on how to deal with racial trauma, on how to deal with culturally adapted tools to deal with Black communities, basically. So I would really encourage everyone, if you are interested, go to our website. The workshops are online and free, and you can register. And I think it will be very important to offer better help for Black communities. Elle parle juste des ressources qu'ils ont avec le Ottawa Black Mental Health Coalition. Donc, vous pouvez les trouver en ligne et
Pour ceux qui ont des besoins particuliers, vous pouvez avoir beaucoup de ressources avec eux. Je pense que ça conclut notre session parce que vous avez une dernière question? Ouais, parce que là, on va aller avoir notre lunch. Maintenant, c'est au 4e étage, salle 4007. Donc, on vous voit en haut et merci beaucoup.